Alors, là, on va poursuivre toujours sur la thématique de l'open et de l'emploi, mais cette fois-ci par le prisme de l'entrepreneuriat. Et Céline Bondard, qui est à côté de moi, qui est avocate, va nous expliciter un petit peu le cadre légal dans lequel est-ce qu'on peut se saisir des outils de l'open source, comment et pourquoi. Donc, je lui laisse faire la suite et je vous souhaite une bonne troisième intervention. Voilà. Merci, bonjour. Alors, ça va aller sur la... Ouais, ok, bon, en attendant. C'est plus une présentation, en fait, on va parler de l'open, mais je voulais reprendre les choses un petit peu dans un cadre, surtout c'est le premier jour de la conférence. Je voudrais parler un peu des fondamentaux de la propriété intellectuelle et pourquoi est-ce qu'on en arrive à l'open source pour avoir une compréhension un petit peu globale de comment on en arrive là, en fait, et d'où vient ce mouvement-là, et à quoi il faut faire attention. Donc c'est une présentation finalement un peu plus générale que l'open source, et j'espère que pour ceux qui n'ont pas du tout abordé la question légale, ça vous éclaircira un petit peu sur ces enjeux-là de façon générale. Et donc moi je suis maître Céline Bondard, j'ai mon cabinet d'avocat et j'accompagne des startups, des sociétés innovantes en France, à l'international, et j'ai le barreau de New York, le barreau de Paris. J'ai commencé ma carrière aux États-Unis et j'ai fondé mon propre cabinet en 2010, et aujourd'hui à côté de ça j'enseigne à Polytechnique, à Sciences Po, à HEC et dans des incubateurs, toujours pour des sociétés innovantes et donc autour de larges sujets d'innovation. Et donc un petit mot juste avant, je trouve ça, merci beaucoup déjà de m'avoir invité, je trouve ça particulièrement intéressant pour une raison précise, c'est qu'il ne faut pas se le cacher, moi dans ma clientèle, c'est 90% masculin, je dirais à peu près. Et je trouve ça... ils sont tous plus sympathiques les uns que les autres et brillants, mais j'ai toujours eu un facteur d'étonnement sur le fait d'avoir aussi peu de femmes entrepreneurs. D'autant plus qu'à HEC, j'ai une centaine d'étudiants devant moi au sein du master entrepreneur, et quand même beaucoup de femmes. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait 50% de femmes, mais quand même une bonne proportion féminine. Et au bout du compte, à la fin de la master, il y a peut-être 25 à 30% qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Les autres, finalement, vont faire du consulting ou aller en grande entreprise pendant plusieurs années avant éventuellement de monter leur société. Et malgré tout, la plupart de ceux qui viennent me voir après pour les accompagner, j'ai peu de femmes. Voilà, il y en a, mais peu. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas établi des statistiques, j'ai du mal à comprendre. D'autant plus de mal à comprendre que moi, j'ai fondé mon propre cabinet sans me poser la question. Donc, je suis aussi une femme entrepreneur. J'ai 2 collaboratrices qui travaillent avec moi. Et en fait, on est 4. J'ai une juriste, une avocate et une assistante. C'est une équipe de filles. J'ai pas fait exprès non plus, mais voilà. Je dis pas que je prendrai pas un collaborateur masculin par la suite, bien sûr. Et puis j'ai eu des stagiaires aussi hommes. Mais tout ça pour dire que je me suis pas posé la question de l'entrepreneuriat. Pour moi, fonder mon cabinet, c'était juste une évidence. Et donc, je suis ravie de voir des femmes entrepreneurs. Et je trouve ça très encourageant. Et en plus, quand on parle de nouvelles technologies, voilà. Et donc, ça fait quand même du bien. Voilà, c'est agréable. Donc, je voulais juste vous dire quelques mots aujourd'hui. Je ne savais pas, en fait, j'ai une présentation un peu générale parce que je ne savais pas exactement qui est là et pourquoi. Et donc, je reprends un peu les fondamentaux. Alors, je fais comme ça, là. Tac, ici, non. Oui. Ouais. Ah, c'est bon, ça marchait juste pas là. Si, c'est bon, c'est parfait. Ok, donc je voulais juste reprendre un petit peu les idées fondamentales parce qu'on parle d'open source, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un cadre juridique derrière, et le cadre juridique, c'est celui de la propriété intellectuelle. Et la propriété intellectuelle, a fortiori en France et en Europe de façon générale, c'est quelque chose de très fort, de très solide. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on crée quelque chose, on a un droit d'auteur dessus. D'accord ? L'idée fondamentale qu'il y a derrière tout ça, c'est ça. Et on est dans un pays qui est extrêmement protecteur en plus des droits de propriété intellectuelle. D'accord ? Est-ce que ça, jusque-là, ça vous... C'est assez clair jusque-là ? Voilà. Donc le principe du droit d'auteur, c'est quoi ? Alors en France, c'est assez similaire partout dans le monde, c'est de dire quand on a créé quelque chose, on en est l'auteur, donc on en est le propriétaire. Est-ce qu'on a besoin de déposer ce qu'on a créé pour en être l'auteur et pour en être le propriétaire ? Non, en tout cas pas en matière de droit d'auteur. Si on parlait, on n'aura pas l'opportunité de le faire aujourd'hui, mais si on parlait de marque, il faut déposer sa marque pour en être le propriétaire. Pareil en matière de brevet, il faut avoir un brevet pour en être propriétaire. Mais si on parle de droit d'auteur fondamentalement, ça veut dire si on crée quelque chose,
on en est l'auteur, on en est le propriétaire, d'accord? Et donc, ça donne un droit dessus. Mais attention, comme on n'a pas un enregistrement, ça n'empêche pas les autres de faire exactement la même chose que vous, indépendamment de vous, si vous n'avez pas été copié. Contrairement à la marque ou le brevet, où si vous avez un enregistrement, vous avez votre marque ou vous avez votre brevet, vous pouvez interdire les autres de faire la même chose. D'accord? C'est le monopole. Donc ça, c'est l'idée générale de dire j'ai créé, donc je suis auteur, donc je suis propriétaire. Et après, en matière de propriété intellectuelle, ah oui, déjà, donc le droit d'auteur, c'est le droit patrimonial et le droit moral. Et juste un mot, et qui touche aussi au logiciel qui est intéressant, c'est que déjà, le droit moral, de façon générale, on ne peut pas le céder, il est perpétuel, il est inaliénable, donc vous ne pouvez pas le céder, vous ne pouvez pas le donner. Mais en plus, le droit moral, quand on parle après de logiciel, c'est quelque chose qui est quand même très difficile à appréhender. Le droit moral en matière de logiciel, qui est de dire j'ai le droit à l'intégrité de mon œuvre et tu n'as pas le droit de la détruire, de la modifier, etc. Ça devient quelque chose qui devient extrêmement flou quand on parle de logiciel, et encore plus d'open source. D'accord ? Donc ça, c'est le droit fondamental, qui est le droit d'auteur en matière de propriété intellectuelle. Et le champ d'application est donc très large. Qu'est-ce qui ne peut pas être protégé en revanche ? Et ça, il faut bien le comprendre pour tous ceux ici qui sont entrepreneurs, c'est qu'on ne peut pas protéger les idées. Et ça, en fait, ça semble intuitif, suffisamment intuitif, mais simplement, dans la pratique, on vient très régulièrement me poser la question de savoir si ce qu'on a créé est protégeable ou non. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai créé, j'ai une idée, j'ai inventé, j'ai un concept, etc., etc. Est-ce que c'est protégeable ou pas protégeable ? Donc ça, c'est vraiment dans la matérialisation qu'on peut vraiment faire la différence. Et on va rentrer justement dans cette notion, avant de parler d'open source, avant de parler de Creative Commons, on touchera un mot, c'est de dire d'où est-ce que ça vient cette notion-là. Parce qu'avant même de parler de Creative Commons ou d'open source, on a des exceptions aux droits d'auteur. On fait cette transition-là de dire on n'est pas toujours des droits. Parce qu'on a des droits sur ce qu'on a créé, mais finalement, tous ces mouvements d'open, ils viennent dire quoi ? Ils viennent dire, nous, on renonce à certains droits dont on pourrait bénéficier, qui sont légitimes, qui nous sont accordés par le droit de la propriété intellectuelle, et on y renonce. Mais avant d'y renoncer, il faut que vous sachiez que vous avez aussi la possibilité de bénéficier avant tout de ces exceptions au droit d'auteur. Donc par exemple, si vous voulez utiliser l'œuvre de quelqu'un, mais que cette œuvre n'est pas sous une licence open source, pas sous Creative Commons, est-ce que ça veut dire nécessairement que vous ne pouvez pas l'utiliser ? Déjà, la première étape, c'est de dire que vous pouvez aller toquer à sa porte et demander l'autorisation. C'est une première chose. Okay ? Les autres, c'est qu'il y existe d'abord et avant tout donc, des exceptions. Vous avez le droit de citer quelqu'un. Okay ? Vous avez le droit d'utiliser des extraits courts, la notion étant toute relative. Vous avez le droit de faire des revues de presse. Vous avez le droit d'utiliser des œuvres qui ne sont pas libres de droit, mais dans des activités pédagogiques. Et puis les parodies, c'est très connu. On a tous le droit de faire des parodies. Et on a tous le droit de faire des analyses. D'accord ? Donc ça, ce sont des exceptions au droit d'auteur. Ça veut dire qu'on a le droit d'utiliser. Et là, on va toucher à différentes notions. Est-ce que vous faites la différence, justement, maintenant qu'on rentre dans ce mouvement-là, de dire, OK, donc il y a le droit d'auteur, donc on a des droits dessus, donc je ne peux pas faire ce que je veux. Mais depuis un certain nombre d'années, on est rentré dans un nouveau mouvement qui fait que, finalement, je vais avoir un certain nombre d'outils à ma disposition. Et ces outils, je vais pouvoir les utiliser, en profiter, en faire éventuellement une exploitation commerciale qui sera légitime. D'accord ? Et avant tout, on parle de domaine public. C'est quoi le domaine public ? Est-ce que quelqu'un vous fait la différence entre ce qui est dans l'open, qui est d'open source, et puis le domaine public ? Non ? Justement, le domaine public, c'est quoi ? Le domaine public, c'est de dire, soit il n'y a pas d'auteur. Quelque chose qui est là, on n'arrive pas à identifier l'auteur, donc si on n'arrive pas à identifier le propriétaire, a priori, domaine public. Ou alors, il y a eu un auteur à un moment donné, mais les droits n'étant pas éternels, ces droits n'existent plus, et l'œuvre est tombée dans le domaine public. Ok ? C'est pour ça que vous pouvez mettre une moustache sur la Joconde, si ça vous amuse aujourd'hui. D'accord ? Ce sont des œuvres qui font partie du domaine public. Mais attention, le droit moral étant incessible, même si une œuvre est tombée dans le domaine public, vous ne pouvez malgré tout pas détruire et modifier l'œuvre de façon à ce que l'œuvre originale ne se reconnaît plus ou est complètement détruite, etc. Donc le domaine public, c'est ça, si vous voulez. Avant même de parler d'open, ça vient un petit peu de ce mouvement-là, de dire, il y a des œuvres qui sont protégées, puis il y a des œuvres qui ne le sont plus. Et il y a eu à ce moment-là tout un mouvement
qui a été de dire, dans les années 90, qui a été de dire, oui, mais nous, les auteurs, un certain nombre d'auteurs, on comprend qu'on a des droits qui sont très solides, qui sont ancrés dans la pierre, merci pour ça, super, mais nous, notre objectif n'est pas tant commercial que de nous faire connaître et de donner un certain accès à nos œuvres. Et dans ce mouvement-là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait bien créer pour faciliter ce processus, pour éviter que chaque personne qui a envie d'utiliser nos œuvres vienne toquer à la porte et qu'à chaque fois on doive négocier un contrat d'exploitation de nos droits ou une licence. Okay ? Et quel a été ce biais-là ? Voilà, on en reviendra là-dessus. Voilà, donc le domaine public, c'est ça. Voilà. Et ce biais-là, ça a été le biais de l'open, c'est-à-dire de dire, finalement, on va être force de proposition. Au lieu d'attendre qu'on vienne toquer à notre porte, on va venir être force de proposition et on va venir dire, nous, en tant qu'auteurs, nous, en tant que développeurs, on a envie, nous, de dire que vous avez le droit d'utiliser notre travail. Mais ça ne veut pas dire qu'on veut avoir 0 droit dessus. Et c'est pour ça que je veux faire le distinguo vraiment avec le domaine public et que je pense que c'est vraiment important de comprendre la différence philosophique fondamentale. Parce qu'on a tous ce vocabulaire qui entraîne beaucoup de confusion, où on parle d'open, où on parle de libre, où on parle de gratuit. Moi-même, je ne fais pas la différence. C'est très complexe de savoir exactement, si on ne regarde pas les droits que l'auteur a l'intention d'accorder, de savoir exactement ce qu'il avait l'intention de confier ou non en matière d'autorisation de son œuvre. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces licences et que toutes ces autorisations ne signifient pas « vous pouvez faire ce que vous voulez, quand vous voulez, de la manière que vous voulez ». D'accord ? Ce sont des licences qui sont là pour dire « eh bien, je suis d'accord pour que dans certaines conditions, vous utilisiez mon œuvre ». C'est ça, en réalité. Donc, il faut faire attention à ce que vous utilisez et comment vous l'utilisez. Donc, l'open data, c'est la donnée ouverte. Okay ? Donc effectivement, c'est open. Mais attention, open ne veut pas dire libre de droit. Ça ne veut pas dire qu'il y a 0 droit dessus. Ça ne veut pas dire que c'est dans le domaine public. D'accord ? Il y a des licences dessus. Et c'est pareil pour les termes open access. Il y a tellement de termes que même moi, je ne m'y repère plus. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont développeurs dans cette salle le connaîtront beaucoup mieux que moi et sont peut-être beaucoup plus familiers que moi avec certaines licences très précises et toutes leurs conditions d'utilisation en open source. On va parler un mot des Creative Commons. Et puis après, on reparlera un tout petit peu de l'open source. Qui connaît les Creative Commons ? Oui, d'accord, à peu près la moitié de la salle. Ok. Vous avez utilisé les Creative Commons ou c'est juste vous en avez entendu parler ? On a entendu parler. Donc les Creative Commons, ça vient de ce mouvement qu'on appelle... Alors, le droit d'auteur, c'est quoi en anglais ? Ça s'appelle le copyright. Okay, c'est un mouvement très protecteur. Et on a tendance à dire de façon un peu schématique que les Creative Commons, c'est le copyleft, c'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer. C'est tout ce mouvement où les auteurs eux-mêmes se disent « non, mais c'est bête, je comprends que j'ai un droit d'auteur, mais moi, j'aurais quand même bien donné le droit d'utiliser ce que j'ai créé au public. » Et donc, c'est l'équivalent de l'open source, mais simplement, ça touche pas au code source, ça touche à une œuvre musicale, ça touche à un texte, à une vidéo. Voilà. Et si vous allez sur le site de Creative Commons, ce qui est une organisation à but non lucratif, et que vous êtes entrepreneur, eh bien, vous pouvez aller regarder sur le site pour voir ce que vous pouvez utiliser. Et vous avez à peu près 6 licences. Voilà, et c'est un peu l'équivalent d'open source, mais du côté plus propriété littéraire et artistique, si on peut dire ça comme ça. Et en fonction de la licence que vous choisissez, vous pouvez vous aussi choisir de mettre votre travail sous Creative Commons en autorisant les autres à faire une exploitation commerciale de votre œuvre ou pas. Donc vous pouvez dire, moi j'autorise les autres à utiliser mon œuvre, mais à condition qu'ils ne fassent aucune exploitation commerciale. D'accord ? C'est un exemple, par exemple. Ou alors à condition qu'eux-mêmes mettent leur nouvelle œuvre sous Creative Commons. Je vous donne un exemple. Wikipédia est sous Creative Commons. Donc, si vous publiez un article sous Wikipédia, vous autorisez les autres à réutiliser cet article également, mais simplement, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que la nouvelle œuvre tombe sous Creative Commons. Vous n'avez pas entendu parler juste, pour donner un exemple concret, de ce qui s'est passé avec le livre de Houellebecq ? Si ? Non ? La carte et... Je sais plus comment ça, la carte et le territoire. En fait, il a utilisé... tout le monde s'inspire de choses et d'autres, et lui s'est inspiré apparemment de 3 articles de Wikipédia, et ça a été repéré par des lecteurs qui, du coup, on en fait toute une histoire en disant, comme ces articles-là sont sous Creative Commons, sous la licence qui s'appelle Share Alike, ça veut dire la licence qui autorise, qui oblige celui qui utilise l'article
à ce que sa nouvelle œuvre soit elle aussi sous Creative Commons Share Alike, ça veut dire qu'ils ont fait l'argument selon lequel son livre était sur Creative Commons. Bon. Et c'est juste là toute la subtilité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et ça vaut pour l'open source, c'est le même propos, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit dessus. C'est-à-dire que ça ne lui enlève pas les droits d'auteur. Ça ne l'empêche pas de vendre son ouvrage et de le faire payer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'empêche pas. Ça veut pas dire que ça veut dire que ça fait circuler l'œuvre sous le même type de licence qui est licence share alike, mais ça ne lui interdit pas de vendre du papier et de faire payer le papier. Enfin, et son œuvre n'est pas libre de droit. Elle n'est pas tombée dans le domaine public. Et c'est là où il y a une vraiment méconnaissance de l'enjeu. C'est-à-dire que l'œuvre n'est pas tombée dans le domaine public juste parce que d'un seul coup, elle est sous une licence, que ce soit une licence Creative Commons ou open source. L'auteur conserve des droits dessus. Il faut bien comprendre ça. Bon, en l'occurrence, je ne sais pas comment ils ont réglé leur histoire, hein, mais ça ne lui a pas empêché de vendre son ouvrage. Hein. Ça voudrait dire que n'importe qui pourrait taper le livre sur Internet et le diffuser auprès de tout le monde et ce serait pas interdit. Exactement. Si effectivement il avait reconnu que c'était sous share alike, ce que je pense qu'il n'a pas fait, mais si, je crois qu'il a eu un mouvement comme ça. Il faudrait vérifier, mais je crois qu'en fait effectivement il a dit vous le voulez, voilà le texte, allez-y. Voilà, donc il a mis le texte à disposition, je crois. Mais d'un point de vue droit en tout cas, d'un point de vue droit de propriété intellectuelle, ça ne lui enlève pas ses droits d'auteur. D'un point de vue commercial, c'est peut-être pénalisant, ouais. Et la licence share alike n'empêche pas la commercialisation. Exactement. Ça n'empêche pas la commercialisation. Exactement. Et c'est là où il faut pas penser que d'un seul coup, ça veut dire qu'il n'y a plus de droit dessus. C'est vraiment cette conception-là. C'est-à-dire qu'il faut regarder quelle est la licence en question, qu'est-ce qu'elle autorise, qu'est-ce qu'elle n'autorise pas. Mais le fait d'utiliser une licence ne veut pas dire qu'il n'y a pas de droit sur cette œuvre en question. Voilà, donc ça, ce sont les différentes licences. C'est Wikipédia, par exemple. Allez voir Wikipédia parce que pour celles parmi vous qui sont entrepreneurs, c'est intéressant. Ce sont des ressources que vous pouvez utiliser comme l'open source. Voilà. Sur l'open source, en fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis pas très familière avec chacune des licences et les droits qu'elle engendre, etc. Il faut aller les regarder en détail. Ce que je peux vous dire, en revanche, des difficultés de certains de mes clients qui sont dans le développement, c'est que déjà, on fait quand même des contrats extrêmement solides. Il faut savoir en matière de propriété intellectuelle que aujourd'hui, je crois que j'ai quasiment aucun entrepreneur qui n'utilise pas l'open source dans son développement, que ce soit des petites entreprises ou des grandes entreprises. Maintenant, il faut avoir un certain nombre de données en tête. C'est pas parce que, à nouveau, c'est pas parce que c'est open que c'est libre de droit et que vous ne devez pas prendre des précautions. Donc, un certain nombre de précautions, c'est si vous développez ça en interne par vos salariés, assurez-vous que leur contrat de travail fasse en sorte que vous ayez les droits sur ce qu'ils sont en train de développer. Et a fortiori, si ce sont des externes, encore plus, il faut avoir des contrats solides. Maintenant, en matière de logiciel, on a une exception en droit d'auteur qui est qu'on a une espèce de présomption en faveur de l'employeur, qui n'existe pas ailleurs, qui est assez récente. Et je n'aime pas trop, je le dis pour le dire, mais j'aime pas trop en faire état parce que du coup, ça peut donner le sentiment qu'on n'a pas besoin d'un contrat solide pour être propriétaire du code qui est développé pour vous. Or, si, il vaut mieux avoir un contrat solide. Les difficultés qu'on peut avoir, c'est quand j'ai une société qui vient me voir en me disant maintenant j'ai développé et éventuellement j'aimerais bien voir si j'ai fait quelque chose de particulièrement innovant, si je peux avoir un brevet dessus, etc. Et alors là je dis ok, est-ce que vous avez développé en open source ? La réponse est systématiquement oui. Et pour ceux qui ont cette expérience-là, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Vous avez développé une brique particulièrement innovante et vous l'avez développée en open source. Et là d'un seul coup vous réalisez que c'est pas parce que c'est open source que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il faut aller regarder les licences et regarder à quel point les licences que vous avez utilisées en réalité sont contraignantes ou pas contraignantes. D'accord ? Est-ce qu'elles le sont ? Est-ce qu'elles ne le sont pas ? Et quelles sont les conséquences pour vous dans votre utilisation quotidienne ? Le jour où vous avez des investisseurs qui rentrent, le jour où vous voulez vendre votre société, vous êtes obligé de faire ce travail-là. Le jour où vous voulez éventuellement breveter, parce que ça vous empêchera peut-être pas de breveter, mais vous ne pourrez peut-être pas l'utiliser après ce que vous avez breveté. Donc, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? Est-ce que certains sont familiers avec l'exercice qui est de dire d'abord, on va regarder quelle licence on utilise.
Est-ce qu'on en utilise? Combien on en utilise dans l'entreprise? 1, 2, 10, 15? Est-ce qu'elles sont risquées ou est-ce qu'elles sont non risquées? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Ou c'est pas un exercice? C'est un exercice que certaines sociétés ne font pas, puis elles s'aperçoivent au bout de 5 ans qu'effectivement elles ne l'ont pas fait et qu'il faut qu'elles aillent parler à leurs développeurs d'un seul coup pour réaliser quel type de licence elles ont utilisé, oui, pourquoi, etc. Il faut remonter là-haut. Donc on a plusieurs façons de pallier à ce mécanisme-là. Soit on étudie ça en amont. Quelles licences sont utilisées et pourquoi? Est-ce qu'elles sont contraignantes, pas contraignantes? Quelle utilisation on peut en faire? Soit si ça n'a pas été fait, le travail doit être fait en aval. Et dans ces cas-là, vous pouvez même vous faire aider. Je n'ai pas les noms en tête, mais il y a des logiciels qui permettent d'aller revisiter un peu le code et d'aller retracer quelles sont les licences qui ont été utilisées pour faire un peu une analyse de risque et essayer de remettre les choses à plat avant éventuellement d'aller breveter. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous dis tout ça pas pour vous inquiéter, mais vraiment pour information, pour que vous ayez conscience que l'enjeu de l'open, c'est que ça ne veut pas dire libre de droit. Et il faut vraiment pas, ça ne veut pas dire domaine public. Et il ne faut pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Vous utilisez l'open, tout le monde le fait. C'est un formidable outil. Oui, à nouveau, je pense que j'ai pas une société dans le développement qui ne l'utilise pas. Simplement, il faut que vous alliez regarder précisément quel type de licence et que vous alliez analyser les conditions une par une. Voilà. Et parfois, ces conditions sont aussi modifier au fur et à mesure, il faut aller vérifier ça. Et si vous utilisez du code utilisé par un développeur qui n'a pas mis quelle licence il utilisait, il faut aller toquer à sa porte, il faut aller le contacter et lui dire au fait, quelle licence tu utilises. D'accord? Est-ce que ça vous paraît... Voilà. Donc c'est surtout ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous donne un exemple, le logiciel de décompression de fichiers. Ce que je voulais dire aussi, donc en conclusion, donc on choisit correctement sa licence open source au Creative Commons selon le degré de contrôle qu'on est prêt à appliquer. Et je pense que... Alors, qui connaît la blockchain, du coup? Super. Et donc là, depuis peu, je m'intéresse aussi, comme voilà, je suis vraiment dans l'innovation, je m'intéresse aussi au sujet de la blockchain et j'en ai quelques-unes qui sont sur ce sujet-là. Et puis en plus, en tant qu'avocate, on a aussi vraiment un gros sujet blockchain et smart contracts, qui sont le fait de rendre les contrats, de les automatiser, hein, si on peut dire ça comme ça, dans la blockchain. Et donc, je pense aussi qu'il va falloir examiner ces nouvelles questions-là et avoir un petit peu d'avance sur le sujet. Parce qu'avec la blockchain, ce qui est possible, c'est qu'on va utiliser aussi ces nouvelles technologies avec l'open source, et donc comme moyen de véhiculer les licences. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un système qui est extrêmement compliqué, où on doit retracer, on est dans un exercice encore assez traditionnel, où on doit retracer les informations, retracer les licences, les conditions d'utilisation, etc. C'est quand même extrêmement complexe, et c'est normal. Et donc, je me demande si on ne va pas arriver à automatiser une partie du processus, parce que ce que permet de faire la blockchain, c'est de sécuriser les échanges, c'est de les certifier, c'est d'avoir une chaîne linéaire. Et pourquoi pas, on pourrait imaginer que la blockchain, qui n'est qu'une technologie, mais qui est une technologie sécurisée, qui permet de surveiller les flux, de partager les flux, qui permettra de retracer l'origine des licences, leur évolution, et donc de sécuriser toute cette chaîne pour que lorsqu'on utilise du code en open source, on sache exactement où on en est, d'où il vient, et qu'on puisse s'assurer aussi qu'on n'est pas en train d'utiliser le code en contradiction avec la licence à laquelle ce code est soumis. Ça, ce serait vraiment intéressant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des informations là-dessus, d'ailleurs, s'il y a des initiatives qui se font déjà, je ne sais pas. Sur la blockchain, on aura une intervenante qui est chercheuse spécialisée sur le sujet, qui s'appelle Primavera De Filippi, qui va intervenir cette semaine, jeudi. Voilà, elle interviendra en direct d'Afrique, du Gabon, je crois, par vidéoconférence. Voilà, si ça vous intéresse. Super. Donc sur la blockchain et justement l'open source, et comment utiliser la blockchain pour... Dans la recherche scientifique, oui, pour la traçabilité des papiers de recherche. Ouais, ok. Pardon. D'accord, donc un truc un peu plus général, mais effectivement, ouais. Tout à fait. Ouais, super. Ah, voilà, mais ça c'est des gros sujets, et peut-être qu'effectivement ça viendra nous faciliter la vie d'ici quelques années. Peut-être que moi ça me la rendra plus difficile parce que j'aurai plus de contrat, il faudra que j'apprenne à coder. Mais alors, et ce sera une des questions que je souhaiterais vous poser à la fin, c'est dans quelle mesure est-ce que ça va impacter votre métier? Oui. C'est une grande question que je suis en train d'examiner justement. Donc voilà, je vais en parler maintenant parce que c'était
Voilà, c'était ma conclusion. Puis Ethereum, pour ceux qui ont entendu parler de ce qui s'est passé, travaille sur une blockchain qui développe en open source. Donc voilà, et chaque développeur peut améliorer les fonctionnalités de la blockchain. D'un point de vue technique, je serais bien incapable de vous expliquer précisément comment ça fonctionne, mais d'un point de vue juridique, je suis en train de me familiariser avec tous les enjeux, donc j'ai effectivement peut-être des éléments de réponse. Voilà, donc pour ceux après qui voudront avoir accès au PowerPoint, j'ai mis quelques sources ici pour ceux qui sont curieux. Voilà. Bravo, merci Céline pour l'exposition du cadre juridique dans lequel se développe l'open source. Je pense qu'on va avoir des questions, donc je passe le micro. Sur l'Ethereum ? Hop. Ok. Ah bah oui, non, ah oui, d'accord, donc je l'ai là, mais sinon... Si, alors en fait, regarde, à mon avis, voilà. Il est sensible. Ah oui, pardon. Voilà. Je réponds peut-être à la question sur la blockchain. Oui, oui. Alors, moi, donc la question que j'ai posée, je suis un peu gênée du coup de passer avant tout le monde. J'en ai un petit peu profité. Bon, mais je le fais quand même. Ouais. Du coup, dans quelle mesure est-ce que tu penses que la blockchain va impacter ton métier et pourquoi ? Alors, effectivement, je n'ai pas de réponse certaine, mais la conclusion à laquelle je suis arrivée, alors la blockchain, effectivement, c'est une chaîne qui permet de sécuriser et de se passer d'intermédiaires comme on peut imaginer le notaire ou la banque qui intervient comme un intermédiaire qui sécurise et certifie une transaction. Et la blockchain étant une technologie qui permet de sécuriser et de ne faire qu'ajouter des maillons à la chaîne de façon quasi indestructible, pour pas dire indestructible, permet d'envisager beaucoup de nouvelles déclinaisons. Dans mon domaine, le premier domaine, c'est la fintech, finance. Ça a commencé à être réglementé. Un des domaines qui va peut-être être complètement en révolution, c'est le domaine juridique, parce que on est en train d'imaginer que nos contrats, les contrats que vous signez, ne soient plus rédigés comme ça, mais simplement fassent partie de cette blockchain, et c'est-à-dire que vous aurez accès, par exemple, on peut imaginer un logiciel où vous allez contractualiser. Je vais vous donner un exemple très concret. Vous louez un appartement sur Airbnb, et au lieu de passer par Airbnb et de leur payer une commission, vous allez avoir une blockchain, donc un échange entre particuliers, et vous allez cliquer sur un bouton et vous allez déclencher un contrat, en réalité qui sera du code, non plus un contrat mais du code. Et ce contrat sera une transaction qui dira par exemple je paye tant pour prendre possession de tel appartement. La clé, elle, sera complètement connectée. Donc, au moment où vous rentrez votre clé dans l'appartement, pouf, la garantie partira vers celui qui vous loue l'appartement. Et au moment où vous partez de l'appartement, vous remettez la clé, vous fermez, et pouf, d'un seul coup, vous récupérez la garantie. Donc, c'est le côté automatique du contrat. C'est ce qu'on appelle le smart contract. Alors, il faut savoir, je pense que ça ne remplacera pas du tout les avocats. Déjà, la première chose, c'est que je suis en train de mettre certains de mes contrats au test. Je suis en train de les transformer en smart contracts pour voir ce que ça donne. Deuxième chose, c'est que le facteur humain ne peut absolument pas être négligé. Ça n'enlèvera pas les conflits, ça n'enlèvera pas les malentendus, et on ne peut pas tout coder. C'est pas possible. On pourra coder un certain nombre de mécanismes simples, mais je ne crois pas du tout à la possibilité de coder des transactions complexes. Donc je pense que ce qu'on appelle des smart contracts, je pense qu'il y a une partie qui pourront être automatisées, une partie qui ne pourront pas l'être. Voilà. Et puis après, sur le reste, je pense qu'on aura peut-être, et c'est peut-être une grande question, c'est que qu'est-ce qui va se passer à l'avenir ? C'est que c'est possible qu'on atterrisse sur une nouvelle génération d'avocats qui vont devoir apprendre à coder, parce que sinon, qui va être le codeur, qui va prendre cette responsabilité de faire cette blockchain? Si ça n'est pas un avocat, c'est qui? C'est un ingénieur. Et donc, on a quand même une question vraiment pratique qui se pose, qui est celle presque d'un nouveau métier. Et donc, ce sont des questions que je suis en train d'examiner. Je suis en plein dedans, donc on peut en reparler dans quelques mois. J'aurai peut-être plus avancé sur la question. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour ces éclairages très intéressants. Alors moi, je travaille dans le domaine artistique et je suis intéressée par les œuvres qui pourraient être en open source ou en Creative Commons, parce que pour moi, la réappropriation d'une œuvre passe par le fait à un moment donné de reprendre la main sur l'œuvre et de la remixer, de la réinterpréter et d'en faire autre chose. Donc là, on vient saper quand même un fondement du secteur artistique qui repose sur le droit d'auteur, l'intangibilité de l'œuvre. Dans quel secteur en particulier ? Dans le milieu artistique.
C'est très vaste. Ouais, alors non, justement, c'est très vaste et d'accord. on voudrait que ça puisse concerner toutes les disciplines. C'est-à-dire que des œuvres qu'on puisse proposer à des artistes, à des auteurs, à des plasticiens, voilà, de travailler avec les Creative Commons pour pouvoir autoriser le public à se réapproprier l'œuvre en la transformant. Et moi, je m'interroge sur qu'est-ce que ça pourrait impliquer pour un artiste en termes dans le marché de l'art. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez, vous, que ça peut minimiser le coût d'une œuvre, qu'elle puisse être sous Creative Commons? Oui, quand un artiste choisit de créer une œuvre sur une base de Creative Commons, ça va dépendre de la licence. Justement, c'est toute la question de savoir quelle licence vous allez choisir. C'est que si vous choisissez une licence qui vous autorise pas à en faire une exploitation commerciale, vous êtes un peu gêné quand même. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Et après, de façon plus générale, si vous choisissez une licence qui vous permet une exploitation commerciale, il n'y a pas de raison, enfin comment dire, il n'y a pas de raison que ça atteigne l'œuvre si elle est suffisamment nouvelle, même si elle est sur Creative Commons, si c'est une adaptation, si c'est une belle œuvre d'art. Maintenant, comme elle n'est pas libre de droit, vous pouvez quand même être gêné aux entournures. C'est-à-dire que l'auteur d'origine peut quand même venir vous dire, attention, là, est-ce que vous respectez bien les conditions de ma licence, même si cette licence est très libre, même si elle est très large. Et autre chose, attention, vous êtes dans un domaine artistique. Le droit moral ne se cède pas. Le droit moral ne se cède pas. Donc, il faut faire très attention à ça aussi. Et donc là, il y a une vraie dichotomie entre la propriété littéraire et artistique traditionnelle, où on a une très forte notion de droit moral, qui reste et qui va permettre à l'auteur et à ses ayants droit de venir vous chercher s'ils estiment que vous avez quand même atteint l'intégrité de l'œuvre d'origine, Creative Commons ou pas. Donc ça, il faut garder ça en tête. Alors que quand on est dans un domaine du logiciel, c'est là aussi où ils ont créé cette exception, parce qu'ils ont compris que le droit moral tel qu'il existe aujourd'hui ne colle pas complètement au logiciel. Et donc si on regarde le code de la propriété intellectuelle, dans sa façon de formuler les choses, il a prévu un aménagement. Et donc l'auteur et le développeur c'est difficile de dire ça comme ça, mais de façon schématique, renoncer en partie à son droit moral. Et c'est normal parce que comment est-ce qu'on peut parler ici d'intégrité ? Enfin, c'est très difficile. À partir du moment où on autorise la modification d'un code source, on pourrait parler d'intégrité si on modifie le code source et que ce nouveau code source sert à, je sais pas moi, fabriquer une bombe. Là, on peut envisager que ça fait partie d'une violation du droit moral. On pourrait. Mais si c'est uniquement une modification du code source pour en faire un autre objet, on peut difficilement arguer d'une violation de droit moral comme on pourrait le faire en matière de Creative Commons. Donc oui, il peut y avoir un impact et il faut faire très attention à la licence que vous choisissez. Voilà. Après, en matière de valeur, c'est difficile à dire parce que regardez aujourd'hui, comment il s'appelle celui qui fait tous les trucs à l'hélium, mais en... Merci, Jeff Koons. Merci. Donc Jeff Koons, par exemple, il a énormément de problèmes parce qu'en fait, il n'arrête pas de copier partout. Il copie ses œuvres partout. Il prend une photo. Lui, le droit d'auteur, il s'en fiche complètement. Donc il passe son temps à être poursuivi. Vous croyez que ça enlève la valeur à ses œuvres ? Enfin... Non, mais ça voudrait dire que le fait de passer certaines œuvres en Creative Commons ne donnerait pas vraiment le droit au public de se les réapproprier, dès lors qu'au titre du droit moral, l'artiste pourrait dire il y a atteinte... Ah, vous vous placez de l'autre côté. Donc moi, je me place du droit du public, en fait. Moi, je me place du côté du droit du public à jouir de cette licence Creative Commons choisie par l'artiste. Vous choisissez la plus large possible. Vous choisissez la licence Creative Commons la plus large, c'est-à-dire vous autorisez tout. Ça veut dire que la plus large possible n'oblige qu'à une chose, c'est reconnaître la paternité. Parce que, justement, la paternité, ça fait partie du droit moral. D'accord. Voilà, mais c'est-à-dire la paternité de l'œuvre. Mais sur le reste, si vous avez choisi une licence très large, vous autorisez tout, les modifications, l'exploitation commerciale, etc. Et là, vous avez une ouverture qui est extrêmement large, qui n'est pas le domaine public, mais qui est très large. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Bien. Ah. Oui, vous avez parlé de la blockchain en liaison avec l'open source. Cette année, au Forum Europlace, la blockchain était l'un des sujets importants. À quel forum ? Au Forum Europlace, ah oui du secteur financier. Mais c'est perçu par le secteur financier essentiellement comme un moyen de sécurisation renforcée des transactions. Et donc pas en liaison avec l'ouverture que constitue l'open source en général. C'est ma première remarque. En ce qui concerne donc les procédures,
sur la base des licences open source qui ne respecteraient pas les critères des dites licences. Est-ce que ce sont des procédures contentieuses classiques ou est-ce qu'il y a des autorités indépendantes? C'est-à-dire, si vous violez aujourd'hui Oui. une licence open source et que, mettons, vous êtes un développeur et que vous avez vu votre licence être compromise, à quel tribunal est-ce que vous allez vous adresser? C'est une très bonne question. La difficulté qu'on a, en fait, aujourd'hui, c'est que, par exemple, j'ai un cas comme ça, et on est devant le TGI, en fait. On est devant le tribunal de grande instance. Et pourquoi? Parce qu'on est dans un domaine à ce moment-là où on tombe, d'un point de vue juridique, dans de la contrefaçon. Et la contrefaçon, par les tribunaux, c'est géré par le tribunal de grande instance. Il faut savoir en France que dans d'autres domaines, c'est-à-dire des litiges, ce qu'on appelle entre sociétés ou entre commerçants, c'est réglé par le tribunal de commerce de façon générale. Et au tribunal de commerce, on a des gens qui sont des professionnels, qui peuvent, on l'espère, comprendre un peu mieux les enjeux qu'on leur présente. Quoique, j'ai eu un cas récemment de dispute entre logisticiens et le juge ne comprenait rien. Donc, mais c'est pas des questions évidentes. Mais c'est vrai que c'est une excellente question. Et en particulier avec la blockchain, ça va être un véritable enjeu qui est celui de la professionnalisation du juge. Et on se retrouve sur des mécanismes ici qui sont de la contrefaçon, qui sont gérés par des juges qui ne sont pas dans les nouvelles technologies et qui ne vont rien comprendre à ce qu'on leur présente. Et c'est vrai. Et donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se fait aider par des experts. Et donc, moi, j'ai un cas comme ça où on a fait saisir en face, logiciel, etc., enfin, le scénario classique, et on fait analyser ça par un expert, et l'expert va essayer de nous rendre compréhensibles les choses. Pareil, moi, je me dis, moi, en tant qu'avocate, je suis contente quand j'arrive à brancher mon ordinateur. Donc, je me dis, si moi, j'arrive à comprendre, le juge arrivera à comprendre. Mais il y a un vrai travail de se faire appel à un expert qui lui est informaticien, qui va pouvoir rendre les choses simples et dire, ça, là, il y a eu copie, là, il y a eu violation, là, il n'y a pas eu violation. Et le juge va devoir se baser sur l'opinion des autres pour prendre sa propre décision, hein. Voilà. Et donc, on a une vraie question avec ça. C'est pour ça que je pense que, et mon conseil, dans beaucoup de contrats qui sont très techniques, il vaut mieux proposer des clauses de médiation et d'arbitrage que d'aller devant les tribunaux. Et ça, ce sont des bons mécanismes. Parce qu'on peut choisir son arbitre. Et donc, on peut choisir un arbitre qui comprend son domaine et on se met d'accord avec l'autre partie. On va prendre quelqu'un qui comprend les enjeux. Voilà. Donc, une des raisons pour lesquelles choisir l'arbitrage, il y en a d'autres, mais ça peut être aussi de pouvoir choisir celui qui va prendre une décision et qui donc s'y connaît dans le domaine. Mais effectivement, c'est une grande question. Et avec la blockchain, je ne sais pas du tout comment ils vont comprendre. Ouais. Ok. Et une autre question? Bloquer, c'est-à-dire les sécuriser pour... C'est une très bonne question. Ouais. D'accord, oui. Alors, comment est-ce qu'on fait pour sécuriser un contrat de travail, et en particulier quand on a des salariés qui sont dans la R&D? Effectivement, excellente question. Alors, première chose, il faut bien distinguer ceux qui sont dans la R&D de ceux qui ne sont pas dans la R&D. Hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas imposer les mêmes clauses à tout le monde. Okay, pour ceux qui ont une valeur ajoutée en matière de propriété intellectuelle, et je parle bien pour ceux qui ont cette valeur ajoutée. Pensez propriété intellectuelle, pensez confidentialité, mais de toute façon vous y couperez pas, c'est dans tous les contrats de travail, et pensez clause de non-concurrence. Bah attendez, je donne des cours sur la clause de non-concurrence. Alors, je pourrais vous envoyer mon PowerPoint parce que c'est d'un compliqué. C'est d'un compliqué. Oui, je suis d'accord. Et puis en plus, ça évolue beaucoup. Et j'ai plusieurs contentieux comme ça au sein des cabinets sur des gens, alors anciens stagiaires, anciens associés, anciens salariés qui sont tous partis monter des boîtes concurrentes. Et quand on se récupère les contrats de travail sur lesquels ils sont c'est des catastrophes, c'est épouvantable. Faites pas faire ça par votre expert comptable, franchement, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais ça arrive tous les jours. Ou Captain Contrat, ou pire, on fait des économies de bout de ficelle. Je comprends très bien, je sais ce que c'est. J'ai des start-upers tous les jours qui viennent me voir. C'est des économies de bout de ficelle et vous avez des clauses épouvantables. Et en particulier concernant ce type de clauses qui sont dans les contrats de travail, la propriété intellectuelle et la non-concurrence. En matière de propriété intellectuelle, il faut coller à la situation. Donc, soit vous avez un salarié qui va potentiellement travailler sur quelque chose qui va être brevetable, auquel cas vous expliquez bien quelle est sa mission, qu'il a une mission inventive,
que les droits de propriété intellectuelle sont cédés, si vous le souhaitez, vous intégrez au sein du contrat de travail le fait que s'il développe quelque chose qui ensuite est brevetable, il peut être récompensé, et vous prévoyez le mécanisme. Si vous pensez qu'il n'y aura rien de brevetable, par exemple en matière de développement de code, c'est rarement brevetable, ça peut mais c'est rare. Dans ces cas-là, éventuellement, vous ne prévoyez pas ce mécanisme-là, mais vous prévoyez que toute la propriété intellectuelle va appartenir à l'entreprise. Encore faut-il que la clause soit précise, mais en matière de logiciel, comme on a une exception, si c'est pas trop précis, il y a quand même une certaine présomption en faveur de l'employeur. Encore faut-il que la clause soit pas inexistante, quoi. Pour aller plus précisément, il faut se faire aider. Hein, ça, parce que le problème des clauses de propriété intellectuelle en droit français, c'est que si elles sont pas très très exactes, elles sont très facilement invalidées. En matière de non-concurrence, les clauses de non-concurrence sont de façon générale valides si elles sont restreintes dans le champ, dans la durée. Il faut rémunérer. Il faut rémunérer son salarié pour la non-concurrence. Et surtout, il ne faut pas oublier de le dégager de sa clause de non-concurrence au moment où il part, parce que sinon ça coûte trop cher à l'entreprise. Donc, j'insiste toujours pour dire il vous faut cette clause, mais ayez un process en tête, parce que le jour où votre salarié part, réfléchissez bien. Si vous ne le libérez pas, ça va vous coûter très cher. Et donc, moi j'ai une méthodologie en place où je dis, est-ce que ça vaut le coup pour vous ? Si ça ne vaut pas le coup pour vous, on l'en libère, mais on va lui rappeler par un courrier ses obligations de confidentialité, etc., etc. Donc, on fait au cas par cas après. Mais il faut savoir, ça coûte très cher, et il faut vérifier les conventions applicables à votre salarié, parce que les conventions, dans certains cas, vont vous imposer un certain seuil de rémunération. Pour vous donner une idée, une clause de non-concurrence, ça va vous coûter sur une durée de 1 an, de 30 à 50% du salaire brut du salarié sur une année. Oui, donc c'est pour ça que vous imposez pas ça à votre expert comptable en interne. Hein. Vous imposez ça à celui qui fait la R&D, qui a une vraie valeur en matière de propriété intellectuelle, qui fait vraiment du développement. Et même si vous savez que vous allez l'en décharger, vous l'imposez quand même. Parce que sinon, au moment où il vient dans l'entreprise, le nombre de gens qui viennent dans l'entreprise avec déjà quelque chose en tête derrière, au moins, vous lui avez imposé cette clause. Voilà, vous savez qui vous embauchez, vous savez que c'est à peu près clair. Et si votre salarié d'entrée de jeu, il vous négocie la clause de non-concurrence... Voilà, c'est aussi un exercice pédagogique à faire. Et pareil, en externe, il faut aussi imposer des clauses de non-concurrence, pas qu'aux salariés, mais aux externes qui travaillent sur votre développement. C'est extrêmement important. Et là, vous n'avez pas besoin de rémunérer. Si c'est entre deux personnes morales, vous n'avez pas besoin de rémunérer. Ça, c'est encore... ça veut dire qu'il faut que vous incluez ça dans la prestation de service, mais il faut que votre clause, elle soit restreinte, il faut que son champ soit délimité sur la durée, sur le territoire. Vous n'êtes pas obligé de rémunérer parce que c'est entre personnes morales. Mais il faut qu'elle soit vraiment bien circonscrite, à nouveau, parce que les tribunaux n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on empêche l'économie de se développer de façon générale. Donc c'est l'exception à la règle, et il faut faire attention à la façon dont on le formule. Merci beaucoup Céline. On va être... vous avez une question ? Ok. Ou alors tu reformules Céline, parce que c'est pour l'enregistrement. Les grands projets, les grandes idées, au départ, naissent de quelque chose de très libre, c'est-à-dire un échange débat sur quelque chose de futile. Et beaucoup d'innovateurs ont 3 idées tous les matins comme ça. C'est clair. Et savent très bien que, de toute façon, en parler, ce n'est pas réaliser le projet. Absolument. Et même si certains se l'approprient après, ça tombe de soi dans le domaine public. Or, il arrive aussi que, suite à une idée intéressante, il y ait beaucoup de développement, d'échange de mails. Donc, on commence à être dans l'écrit, mais on n'est pas encore dans le contrat de travail, ni dans la création de société. Donc, c'est très dur de verrouiller des contrats à ce moment-là. Et on a eu un exemple, un film que sans doute beaucoup ont vu ici, qui est le The Social Network, où Zuckerberg, au moment où il crée Facebook, s'inspire beaucoup de 2 champions d'aviron qui avaient créé un réseau sur le campus qui s'appelait Connect You. Et finalement, ce sont eux les architectes du projet Facebook. Et finalement, au bout du compte, c'est celui qui code les lignes qui récupère la manne. Oui, donc la grande question, qui est toujours la question qu'on me pose en premier, c'est comment je protège mon idée ? Alors, à quel moment il faut protéger l'idée ? Et à partir de l'échange de mails ou à partir... Oui, c'est une très bonne question. Sans qu'on ait une clause de non-concurrence déjà dans des contrats. Parce que c'est difficile au départ de signer une clause de non-concurrence. Mais bien souvent, les grandes idées naissent d'échanges. Mais bien sûr, c'est la grande question qui est celle de tous les entrepreneurs, qui est celle de dire, moi, j'ai une idée, mais pour pouvoir faire fonctionner cette idée, il faut bien que j'en parle.
Et en même temps, plus j'en parle, plus je risque de me faire piquer cette idée. Et donc, comment je la protège? Donc, j'ai des conseils là-dessus. Juste pour info, vous avez toute une fiche sur mon site internet. Si vous allez regarder sur bondart.fr, j'ai une fiche sur le sujet où j'explique par A plus B ce qu'il faut faire. Donc, vous allez voir. Ce qu'il faut faire quand on ne peut pas encore faire signer un NDA, parce qu'on ne peut pas faire signer un NDA à sa mère, à son gardien, à son voisin, et on en parle à tout le monde, et même à ses collègues de travail ou les autres étudiants avec lesquels on est en cours. Il faut faire plusieurs choses. Déjà, il faut être contre-intuitif. J'en ai qui me disent, moi j'en parle pas. Je leur dis, c'est bien gentil, en tant qu'avocate, bravo, mais en tant qu'entrepreneur, vous allez vous planter si vous en parlez pas. 2, contre-intuitif. On a tendance à se dire, si je glisse ces informations-là de façon confidentielle dans le creux de l'oreille, c'est pas mal. En revanche, il ne faut pas que je laisse des traces écrites. Il faut faire exactement l'inverse. Ok ? Donc il faut laisser des traces écrites. Vous avez une réunion avec quelqu'un, vous en parlez à quelqu'un, vous envoyez un email après, vous laissez une trace, une preuve, une datation. Vous mettez confidentiel sur tous vos documents, vous envoyez un email après, vous dites on a parlé de ceci, c'était très intéressant, pour info c'est confidentiel, et vous remettez les informations. Comme ça vous datez. C'est pas une protection, puisque ça n'est pas protégeable, puisqu'on est dans le domaine de l'idée. On est d'accord ? Tant que ce n'est pas extrêmement matérialisé, vous allez avoir du mal à protéger quoi que ce soit. Mais vous allez dater, ça c'est une chose. Ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle une enveloppe solo, pour ceux qui connaissent. Ça consiste à juste, vous allez matérialiser tant que faire se peut ce que vous avez développé dans le plus de détails possible. Plus vous avez des détails, plus vous atteignez, plus vous touchez à quelque chose qui éventuellement peut être protégeable par le droit d'auteur. D'accord ? Et l'enveloppe solo, ça consiste en quoi ? Vous pouvez très bien vous le faire sans l'INPI. Vous envoyez une enveloppe à vous-même contenant ce que vous cherchez à protéger et vous n'ouvrez pas cette enveloppe. Le jour où vous avez un conflit, vous l'ouvrez devant un huissier de justice, vous prouvez que vous avez créé telle chose à telle date, vous avez une date dessus. Ça n'est qu'une datation. D'accord ? Et effectivement, dès que vous pouvez, vous faites signer des contrats de confidentialité, c'est encore ce qu'on a vu de plus efficace. Je vous donne un exemple. La difficulté et la différence entre la matérialisation de l'idée et une idée, je le ressors souvent parce que c'est très concret. Cet exemple est facile à comprendre. J'avais quelqu'un qui sortait d'un milieu de radio, qui a trouvé le concept d'une émission de télé, qui était très bien introduit, qui a présenté cette émission de télé, qui était une télé-réalité, et qui, 6 mois, 1 an plus tard, rien ne s'est passé. 6 mois, 1 an plus tard, vient me voir au cabinet en disant « On a piqué mon émission de télé, je vais à la télé, je vois mon émission de télé-réalité ». Et donc, il m'a présenté le projet qu'il avait présenté à l'époque à la chaîne. Et puis, je me suis amusée, c'est partie des choses amusantes de ce que je fais, à regarder aussi l'émission de télé-réalité pour voir si, oui ou non, il y a contrefaçon. Et je regarde et j'étais très emmerdée parce que j'étais bien incapable de dire, parce qu'entre son écrit, qui avait fait l'objet d'une enveloppe solo, et l'émission que je voyais, il y avait beaucoup de similarités, mais il y avait beaucoup de différences. Alors, où est la réponse ? J'en sais rien. Je peux pas vous dire, moi, où ça se situe véritablement. Pour aller vraiment savoir s'il y a contrefaçon, il faudrait demander éventuellement à un panel, voir ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils trouvent que c'est similaire. Et le reste, ça se règle devant le tribunal. C'est l'appréciation du juge. Et on regarde quelles sont les décisions dans des situations similaires pour voir où est-ce que le tribunal place la barre. Voilà. Bon. Donc c'est ce qu'on fait. Mais bon, il faut mettre confidentiel sur tous les documents et garder des preuves de ce que vous envoyez de façon systématique. Et un NDA, quitte à pas faire signer un contrat de 3 pages, un échange mail disant est-ce que vous reconnaissez que notre conversation est confidentielle et que je vous ai envoyé tel document, c'est une preuve. Un email, un texto, même une boîte d'allumettes, vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus, ça reste un contrat entre vous. Bon, vous l'aurez compris, vous pouvez vous saisir d'à peu près n'importe quel outil écrit pour protéger vos idées et puis ensuite essayer de les faire valoir ces preuves par le biais d'un avocat compétent et qui sera capable de dresser un argumentaire recevable auprès d'un tribunal. Merci beaucoup Céline pour cette présentation.